Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à du lourd, du très lourd. On va décortiquer l'un des moments les plus intenses, grandioses et poignants de cette mythologie. On parle d'enjeux cosmiques carrément à l'échelle de l'extinction, de rédemption absolue et du fameux barou d'honneur de guerriers qu'on pensait vraiment être nos pires ennemis. Accrochez-vous, on plonge dans une véritable épopée. Allez, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Le constat est simple, mais honnêtement terrifiant. L'astéroïde Ad Astra, ou du moins un fragment absolument colossal de ce truc, fonce droit sur notre planète à une vitesse vertigineuse. On ne parle pas d'une petite pluie d'étoiles filantes là, c'est un événement de niveau extinction, littéralement. C'est exactement là que démarre cette crise sans précédent pour l'humanité. Chapitre 1. La menace d'Ad Astra. Pour bien saisir le niveau de chaos de cette première phase, il faut se représenter deux batailles qui se déroulent exactement au même moment. Et le contraste est juste dingue. D'un côté, on a Sorrento, aux portes de notre atmosphère. Il bat des ailes, amorce une descente fulgurante et surtout, il enveloppe Julien Solo dans une sorte de cocon d'énergie. Il est totalement prêt à y laisser sa peau pour ramener Julien sain et sauf. C'est de la protection à l'état pur. Et de l'autre côté, beaucoup plus loin, dans le froid glacial de l'espace, les 6 autres généraux marins sont restés en arrière. Et là, c'est une lutte complètement acharnée et désespérée qu'ils mènent, directement sur les débris rocheux de l'astéroïde. Et sur ce caillot spatial, l'intensité est vraiment à son comble. On a Kanon qui lâche toute sa fureur avec sa cultissime et dévastatrice explosion galactique. Juste à côté, Io et Baeran combinent littéralement leur force ultime pour essayer de pulvériser la roche. Ils balancent tout ce qu'ils ont sans aucune retenue. Mais, et c'est là que le cauchemar commence, malgré ces attaques cosmiques d'une puissance inouïe, un fragment gigantesque tient bon. Rien à faire. Même avec leurs meilleures techniques réunies, le monstre de pierre continue sa course mortelle. Chapitre 2. L'ouverture de la brèche du Tartare. À ce stade, on se dit que c'est cuit, l'échec semble inévitable, la tension est maximale, mais face à cette situation impossible, une solution complètement inespérée va tomber du ciel avec le retour surprise de Némésis. Le truc clé à comprendre ici, c'est le concept de la fameuse brèche du Tartare. Némésis ramait avec elle un véritable miracle. Son épée possède le pouvoir unique de déchirer la trame de l'espace pour ouvrir un passage vers le Tartare. Imaginez ça comme une énorme porte de sortie de secours qui mène tout droit vers un gouffre cosmique sans fond. Et jeter l'astéroïde dans ce néant, c'est littéralement la seule option qui nous reste. Alors, le point crucial ici, c'est ce chiffre, 7. Parce que l'épée de Némésis toute seule, ça ne suffit pas pour accomplir un tel exploit. Pour créer une anomalie gravitationnelle de cette envergure, il faut absolument synchroniser 7 cosmos distincts. Des cosmos surpuissants et parfaitement alignés. 7, pas un de moins. Décortiquons un peu la mécanique de ce miracle. Étape 1, Némésis utilise sa lame divine pour inciser la réalité et initier la brèche. Étape 2, et c'est là qu'on retient son souffle, les énergies de Némésis fusionnent avec celles de Kanon, Isaac, Kasa, Krishna, Io et Bayan. Leur cosmos entre en résonance absolue. Et enfin, étape 3, boum. Ce rituel donne naissance à un véritable trou noir artificiel. Avant même d'avoir pu effleurer l'atmosphère terrestre, l'astéroïde est entièrement happé et disparaît dans cette autre dimension. Terminé, l'extinction est annulée. Chapitre 3. L'ultime adieu des Marinas. L'humanité est sauvée. Le fracas de l'espace laisse place à un silence profond. On change complètement de registre ici, on passe de l'action pure à une scène super apaisée, profondément terrestre. C'est une image extrêmement touchante qui s'offre à nous. Le danger est écarté et les 6 généraux marins font une dernière apparition sur Terre. Mais le détail qui tue, c'est qu'ils apparaissent sans leurs fameuses armures protectrices, les écailles. Ils viennent à la rencontre de Sorrento, Shaina et du jeune Kiki avec une immense vulnérabilité. Ce ne sont plus des guerriers sur le pied de guerre, mais juste des âmes enfin en paix. Et ce moment d'adieu est juste magnifique. Collectivement, on sent chez ces 6 héros une fierté absolue d'avoir accompli leur devoir et protégé le monde, tous ensemble. Mais ce sont vraiment les échanges individuels qui prennent aux tripes. Isaac, par exemple, va confier au jeune Kiki un dernier message, hyper personnel, pour son vieil ami Ioga. Kanon, de son côté, prend le temps de rebooster Kiki à fond. Il l'encourage et lui donne la force nécessaire pour devenir un guerrier au moins aussi redoutable que les chevaliers de bronze. C'est un vrai passage de flambeau, direct et sans filtre, vers la nouvelle génération. La description de ce passage est tellement poétique que je vous la lis telle quelle. Leurs âmes, ramenées temporairement à la vie, s'effacent ensuite doucement dans le ressac des vagues alors que le soleil se lève sur une terre apaisée. Waouh! Le lever du soleil pour symboliser le renouveau de l'humanité et ce retour à l'océan pour marquer l'achèvement définitif de leur mission. La boucle est bouclée, ils repartent d'où ils viennent, sereinement. Épilogue, étoile filante d'espoir.
Mais vous vous en doutez, leur impact ne s'arrête pas là. Jetons un œil à la chronologie de cet épilogue. À l'aube, on a ce départ paisible dans les vagues. Puis, à peine quelques heures plus tard, une scène assez incroyable se déroule à Rodorio. Julien et Soronto, devenus de simples musiciens itinérants, croisent la route de Seika. Et là, l'ironie dramatique est juste fabuleuse. Il l'encourage chaleureusement à retrouver son frère, sans avoir la moindre idée qu'il s'agit de Seiya, leur pire ennemi d'autrefois. C'est un symbole tellement fort pour l'avenir. Et pour couronner le tout, à la tombée de la nuit, le ciel s'illumine. 6 étoiles filantes traversent la voûte céleste. Un hommage cosmique éternel. Et tout ça illustre brillamment l'un des arcs de rédemption les plus impressionnants qu'on ait pu voir. Réfléchissons 2 secondes au chemin parcouru. Dans le passé, ces généraux marins, c'étaient des adversaires redoutables, des ennemis jurés prêts à tout pour terrasser les protecteurs d'Athéna. Mais au final, quel est leur véritable héritage ? Eh bien, face à l'anéantissement total, ce sont eux qui sont devenus les ultimes sauveurs de la Terre. Ils ont répondu présent dans l'heure la plus sombre de l'humanité. Ce qui nous amène inévitablement à cette question vertigineuse. Est-ce que la véritable rédemption exige le sacrifice ultime ? Ces guerriers nous ont prouvé que notre histoire ne se résume pas à nos erreurs passées, mais bel et bien à nos dernières actions, surtout quand elles servent une cause plus grande que nous. C'est une réflexion fascinante à garder en tête. Merci d'avoir suivi ce décryptage, prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour explorer de nouveaux horizons.